Mesdames et messieurs, bonjour. Okay, okay. Let me try again. Mm. Is direct translation. Mesdames et messieurs, monsieur, madame. Yeah. Pourquoi riez-vous? Now it's in French. But in French, he write good, very good French.
until the end, where we'll do a group discussion. So our first presentation will be by Ayite Sewa Nyo. I'll just remind you a little bit that he's a doctoral student in the public law at the University of Lomé in Togo. And his research focuses on human rights in the context of violent extremism and radicalization in West Africa. The paper he's presenting, which will be presented in French, is called Guaranteeing Digital Freedoms in West Africa, Challenges in the Context of the Fight Against Violent Extremism. Bonsoir à tous. Merci Massine pour la parole. Je voulais, avant de commencer ma présentation, remercier les organisateurs de ce programme, le programme Point Sud 2025. Je passe par cette occasion pour les adresser mes sincères remerciements pour l'organisation et surtout au docteur Andrew et Marco pour tous les tracas jusqu'à ce que nous soyons ici aujourd'hui dans le cadre de ces 4 jours de séminaire. Ma présentation, comme cela se présente, ça porte sur la garantie des libertés numériques en Afrique de l'Ouest, défis et perspectives dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Je pense que je suis en lien. Voilà. Et donc, je vais essayer de faire une petite introduction. Et après cela, donc, on va essayer de voir, je vais articuler le plan. Et puis, le plan sera tripartite, c'est-à-dire en 3 parties, où nous allons voir tout d'abord l'état des lieux des libertés numériques en Afrique de l'Ouest, et puis après les défis auxquels sont confrontées ces libertés numériques en Afrique de l'Ouest. Et après, nous allons voir les perspectives, quelques pistes concrètes que nous avions essayé d'explorer pour pouvoir garantir ou bien équilibrer l'exercice des libertés numériques et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Donc voilà à peu près le schéma de ma présentation ce matin. Alors en guise d'introduction, qu'est-ce que je peux dire? En Afrique de l'Ouest, on assiste aujourd'hui à l'avancée technologique, et puis il y a les réseaux sociaux sont maintenant de plus en plus utilisés en Afrique de l'Ouest, surtout avec l'avènement du numérique où pratiquement tout le monde a les appareils aujourd'hui, les smartphones et autres aujourd'hui là. Donc ça permet la liberté d'expression en ligne et tout ça là. Mais au même moment que on assiste au développement de ces libertés numériques, il y a également la question de l'extrémisme violent qui se pose aujourd'hui en Afrique de l'Ouest avec acuité, surtout avec les événements qui se sont passés en Libye et autres là, à partir de 2011 là, avec la chute de Kadhafi et les armes qui ont transité par tout ce pays-là. Donc là, c'est déversé dans l'espace ouest africain. Et donc là, ça pose un véritable problème de sécurité des États en Afrique de l'Ouest. Et donc là, les États sont confrontés aujourd'hui à la question de l'extrémisme violent. Et donc, dans le cadre de la lutte contre cet extrémisme violent-là, ça arrive qu'on assiste à la restriction des libertés numériques en Afrique de l'Ouest. Et donc là, voilà tout le défi qui se pose aujourd'hui. Et donc là, comment garantir les libertés numériques dans le cadre de la protection, voilà, de la protection de la sécurité nationale. Donc là, voilà à peu près ce qui nous amène à pouvoir poser ou bien discuter de cette thématique-là aujourd'hui. Alors, en termes de définition, j'ai essayé de parler ou bien de définir un peu ce que c'est que les libertés numériques. Les libertés numériques, en 2 ou 3 mots, si nous pouvons le dire ainsi, les libertés numériques, c'est l'ensemble des droits et libertés fondamentaux que l'individu ou bien le citoyen exerce à travers le numérique, si nous pouvons le définir ainsi. C'est-à-dire que l'ensemble des droits et libertés fondamentaux du citoyen, de l'individu qu'il exerce à travers l'éthique. Et donc,
à partir de cet instant, parlant de l'extrémisme violent maintenant, extrémisme violent, ça s'entend de l'utilisation de la violence pour atteindre ses objectifs politiques, sociologiques ou bien idéologiques. En quelque sorte, c'est ça l'extrémisme violent. Et donc, c'est un peu différent du terrorisme. Quand on parle de l'extrémisme violent, c'est un peu différent du terrorisme. Terrorisme, c'est quelqu'un qui utilise la violence pour effrayer la population afin d'inciter, par exemple, un gouvernement ou bien une organisation internationale à agir dans un sens donné. Ça, c'est le terrorisme. C'est un peu différent de l'extrémisme violent et aussi de la radicalisation, autre qui est un processus d'être radical dans ses pensées et autres là. Donc là, c'est trois termes différents, mais dans le cadre de cette communication, nous pouvons les joindre ensemble. Donc là, quand nous parlons de l'extrémisme violent, ça sous-entend également le terrorisme, la radicalisation en même temps. Donc voilà les notions que j'ai essayé de définir pour pouvoir bien comprendre notre thématique. Maintenant, le contexte spatial de notre étude, de la communication. L'étude s'étend sous la sous-région ouest-africaine. La sous-région ouest-africaine comprend 15 pays. 15 pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à une scission parce qu'il y a la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui comprend le Mali, le Niger et le Mali, le Niger, le Burkina, voilà, qui ont créé une alliance pour des raisons politiques et sécuritaires. Ils essaient de sortir de cette communauté ouest-africaine qui comprenait au début 15 pays, mais qui se retrouve aujourd'hui avec 12 pays. C'est vrai que le processus est en cours, ce n'est pas encore achevé, mais pour le moment, parlant du contexte ouest-africain, en Afrique de l'Ouest, là, on se dit que c'est les 15 pays de la CEDEAO. Donc là, l'étude a pris en compte ces 15 pays de la CEDEAO, là, sans faire mention de l'AES. Donc là, nous avions choisi un échantillon, quelques échantillons de pays. Donc il y a les pays qui sont touchés d'abord par l'extrémisme violent et les pays qui ne sont pas encore touchés totalement par l'extrémisme violent, mais qui sont en proie à l'extrémisme violent. Donc là, c'est deux sous-catégories de pays que nous avions choisis, les pays qui sont déjà touchés par l'extrémisme violent et les pays qui ne sont pas encore touchés par l'extrémisme violent, mais qui sont menacés par le phénomène. Donc là, notre étude couvre ces différents pays-là. Alors, l'intérêt de la communication, l'intérêt de notre communication, donc là, ça permet de faire une comparaison entre l'exercice des libertés numériques dans ces différents pays que nous avions choisis. Comment est-ce que les libertés numériques s'exercent dans la sous-région ouest-africaine? Comment est-ce que ça s'exerce dans tel pays et dans tel autre pays? Dans les pays touchés par l'extrémisme violent et dans les pays qui ne sont pas encore totalement touchés par l'extrémisme violent, mais qui sont en proie à l'extrémisme violent. Comment est-ce que les libertés numériques sont-ils exercées dans ces pays-là? Et donc de suivre le trajectoire des lois qui encadrent l'exercice de l'extrémisme violent et puis pas de l'exercice de l'extrémisme violent, mais plutôt des libertés numériques et puis l'encadrement ou bien la lutte contre l'extrémisme violent, de suivre le trajectoire, quelles sont les dispositions nationales, constitutionnelles et autres là qui encadrent l'exercice de ces libertés-là et aussi la lutte contre l'extrémisme violent. Donc voilà à peu près l'intérêt de notre sujet. Alors la problématique centrale de notre communication, c'est ceci. Comment concilier l'exercice des libertés numériques et en même temps la lutte contre l'extrémisme violent? Parce que ces deux impératifs, les libertés numériques, c'est des droits fondamentaux des citoyens qu'il faut garantir, qu'il faut protéger, qui sont constitutionnellement protégés et protégés par les différents textes au point de vue international, régional, sous-régional et national même. C'est des libertés fondamentales qui sont protégées. Donc, il faut protéger ces libertés-là. Mais au même moment, il faut également assurer la sécurité des populations. Il faut assurer la sécurité des populations dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Maintenant, comment concilier les deux impératifs-là?
Comment concilier les deux impératifs là? Voilà la problématique centrale de notre communication. Parce que dans nos États ouest-africains, on constate que dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, on arrive à restreindre les libertés numériques. Les gouvernements restreignent drastiquement les libertés numériques sous prétexte de la lutte contre l'extrémisme violent. Maintenant, donc là, comment est-ce qu'il faut concilier ces deux impératifs-là? Donc là, voilà la problématique centrale de notre communication. Et donc, le plan que nous allons essayer d'adopter pour pouvoir trouver la solution à cette problématique-là, c'est ça, que nous allons faire en un premier temps l'état de lieu de l'exercice de ces libertés numériques en Afrique de l'Ouest. Et puis après, voir les défis auxquels sont liés l'exercice de ces libertés numériques. Et puis après, voir les perspectives. Alors, l'état des lieux des libertés numériques. Au Bénin, tout d'abord, nous avions pris le cas du Bénin, nous avions vu un peu le cadre réglementaire et législatif qui réglemente la liberté numérique au Bénin. Nous avons vu que le Bénin dispose d'un code, le code du numérique, qui a été adopté en 2018. Je ne vais pas trop parler de ce code-là parce que mon voisin, celui qui va me suivre, sa communication porte essentiellement sur ce code-là. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le code-là, mais c'est un code qui encadre notamment l'accès ouvert à l'Internet, la neutralité technologique, la confidentialité des communications, la protection des données et tout, et tout. Donc là, c'est un code qui réglemente l'exercice des libertés numériques, mais on estime qu'il y a des points à revoir dans ce code-là. Et si nous voyons au Mali également, le Mali également dispose de beaucoup de tests dans le cadre de la réglementation, notamment, on a le Code des communications électroniques, la loi sur la protection des données, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la liberté de la presse et tout ça là. Il y a tous ces tests-là qui réglementent l'exercice des libertés numériques au Mali. Au Burkina Faso, par exemple, nous avions la loi de 2015 adoptée portant régime juridique de la presse au Burkina Faso. Il y a la loi de 2019 également portant code pénal qui tous encadrent l'exercice des libertés numériques dans le pays. Et donc, on assiste également dans le contexte de la lutte contre l'extrémisme violent dans ces pays-là, au Burkina Faso, à la restriction. On fait fi, le gouvernement font fi à ces textes qui encadrent l'exercice des libertés numériques là, et puis restreignent les libertés numériques. Mais là, on va rapidement aller au Nigeria également. Le Nigeria également, il y a un pléthore de tests là-bas, le Prohibition Prevention Act, etc., de 2015, qui a pour objectif de prévenir la cybercriminalité, le Nigeria Data Protection Act de 2023, le Freedom of Information Act de 2011. Donc là, voilà les tests qui encadrent l'exercice des libertés numériques au Nigeria. Au Togo, c'est mon pays, là où je viens, il n'y a pas un test spécifique qui encadre l'exercice des libertés numériques au Togo. Il n'y en a pas. Et le Code de la presse de 2020 a extrait l'exercice des libertés numériques de l'application de ce code-là. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, ou bien en tant que journaliste, tu publies quelque chose sur Internet et on veut te poursuivre, il n'y a pas de disposition légale spécifique qui encadre l'exercice de ces libertés-là. Donc là, on recourt au Code pénal général. Donc, c'est les dispositions du Code pénal général qui trouvent à s'appliquer. Donc là, voilà à peu près l'état des lieux de l'exercice des libertés numériques. Et donc là, les défis auxquels sont confrontées ces libertés numériques en Afrique de l'Ouest, le premier défi, c'est qu'on assiste à une surveillance numérique accrue, souvent sans garantie légale. C'est-à-dire que dans nos pays ouest-africains, les États recourent beaucoup plus au logiciel de Pegasus, par exemple, le logiciel israélien Pegasus, pour traquer les journalistes ou bien les activistes qui travaillent en ligne et autres. Là, on les traque à travers ces logiciels-là. Donc là, ils sont très surveillés et puis il n'y a pas de garantie légale concernant l'exercice de ces libertés numériques-là. Donc là, on te prend, on dit que c'est dans le
le contexte de la lutte contre l'extrémisme violent qu'on te prend parce que tes propos en ligne et autres là portent atteinte à l'intégrité territoriale, font des soulèvements populaires là, donc là on t'arrête. Et puis il y a aussi le second défi, c'est que dans nos pays ouest-africains, il y a des lois antiterroristes liberticides et une censure croissante de l'exercice de ces libertés numériques-là. Les lois antiterroristes liberticides, dans la mesure où c'est des lois qui sont vagues, qui sont définies, mais qui sont vagues, qui ne disent pas concrètement qu'est-ce que c'est que le terrorisme, qu'est-ce que c'est que la liberté numérique et tout ça là. Donc là, les lois ne sont pas claires sur ces propos-là. Donc là, c'est vague. Et donc là, ça laisse la voie ouverte à l'autorité publique de pouvoir restreindre les libertés numériques là. Et puis, en troisième position, le troisième défi aussi, c'est qu'il y a une fracture numérique. Il y a certaines zones qui sont beaucoup plus connectées à l'Internet que d'autres zones. Donc là, il y a déjà cette fracture numérique-là qui existe. Donc là, voilà les trois grands défis auxquels sont confrontées les libertés numériques en Afrique de l'Ouest. Maintenant, les perspectives. Je vais aller très vite et peut-être au cours des débats, on va en parler. Les perspectives, donc nous avions essayé de parler des perspectives en j'ai ciblé trois acteurs qui doivent travailler en une synergie d'action pour pouvoir garantir les libertés numériques dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Alors, le premier pouvoir, ou bien les premières personnes concernées, c'est les pouvoirs publics. Donc là, ce que nous envisageons, c'est que pour pouvoir garantir l'exercice des libertés numériques dans nos États, il nous faut un cadre juridique clair et équilibré. Il faut un cadre juridique clair et équilibré pour pouvoir encadrer l'exercice des libertés numériques et aussi lutter efficacement contre l'extrémisme violent en Afrique. Donc là, voilà la première des choses, recommandations que nous formulons au niveau des pouvoirs publics. Deuxième des choses, c'est le renforcement dans la transparence et la redevabilité. Parce que dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, c'est vrai qu'il y a les secrets d'État quand vous poursuivez les terroristes et autres, là, il y a certains secrets que vous ne devez pas divulguer et autres, là, mais il faut que le minimum soit communiqué à la population pour qu'on sache au moins ce qui se fait. Et aussi, en troisième position, la protection des données personnelles. Lorsque l'État recueille les données personnelles sur Internet déjà, il faut que l'État garantisse la protection des identités des gens qui la recueillent sur Internet. Là. Donc là, c'est aussi l'une des recommandations. Et puis la formation des acteurs de la sécurité, de la justice, les acteurs de la sécurité, les policiers, les gendarmes et autres, là, il faut les former, qui encadrent ou bien qui luttent contre l'extrémisme violent, il faut les former à comment garantir les libertés numériques. Et puis le juge pénal aussi, le juge pénal, les acteurs de la justice, il faut les former sur la question de la liberté, les libertés numériques. Et aussi il faut favoriser la collaboration interétatique. Dans la sous-région, il faut une collaboration interétatique, comme l'initiative d'Accra, par exemple, qui regroupe certains pays, je pense que c'est 8 pays, qui travaillent sur les questions de l'extrémisme violent. Donc, il faut une collaboration entre les États, les institutions étatiques, là, pour pouvoir venir à bout et préserver les libertés numériques et aussi garantir ou bien lutter contre l'extrémisme violent. Maintenant, pour la société civile, la première des choses, c'est la prévention de la radicalisation à travers quoi? La sensibilisation et l'éducation. Parce que la société civile, le rôle fondamental de la société civile dans un État, c'est la sensibilisation et la formation des citoyens. Donc là, au travers de la sensibilisation et la formation, donc la société civile peut amener les citoyens à pouvoir comprendre ce que c'est que les libertés numériques et comment exercer ces libertés numériques. Et aussi au niveau des gouvernements, faire un plaidoyer au niveau des gouvernements pour pouvoir garantir les libertés numériques. Et aussi dans la collecte des informations, la lettre précoce et tout ça, là, il va falloir que la société civile s'investisse beaucoup plus là-dessus. Pour la population civile, donc, il faut aussi une collaboration de la population civile avec les acteurs qui luttent contre l'extrémisme violent, notamment les forces de l'ordre et autres, là.
pour pouvoir y arriver. Et donc, il faut aussi éviter la désinformation, la mésinformation et la malinformation. Donc là, voilà, c'est quelques éléments de perspective que j'ai essayé de toucher du doigt. À cause du temps, donc je vais devoir m'arrêter et peut-être dans les discussions, on aura peut-être le temps de discuter de long en large de tout ce qu'il y a en ce qui concerne la garantie des libertés numériques dans un contexte de lutte contre l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Madame, Monsieur, je vous remercie. Donc, voilà à peu près, en conclusion, si je peux dire deux mots, c'est que les libertés numériques en Afrique de l'Ouest sont sacrifiées sur l'autel de la lutte contre l'extrémisme violent. Mais tout n'est pas fini. Nous pouvons y arriver, concilier les deux impératifs-là, c'est-à-dire la liberté numérique et puis la lutte contre l'extrémisme violent. Nous pouvons les concilier en essayant, par exemple, en visitant ces quelques perspectives que nous avions essayé de faire ressortir. Donc là, voilà là où s'arrête ma présentation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Where's the next one? Is Serge? While Andrew does that. So our next speaker is Serge Huitona, who holds a doctorate in history from the University of Abomey Calavi in Benin. And earlier on, he did mention that he is not here in his capacity as a historian, but as a journalist. And it's in this capacity that he's been monitoring the implementation of the digital code in Benin since its promulgation. And he will be coming to present on his paper, The Digital Code in Benin, an effective instrument to fight online crime or a tool for restricting freedoms. Thank you. Good afternoon, ladies and gents. Je voudrais d'entrée de jeu remercier les organisateurs de cet atelier pour avoir su classer nos deux communications, la communication de mon ami du Togo et la mienne, parce que les deux sont vraiment complémentaires. Il l'a annoncé tout à l'heure, je dois parler du code du numérique au Bénin, et un code, une loi qui a été prise depuis 2017 par le Parlement béninois et promulguée par le chef de l'État en avril 2018. Mais depuis l'adoption et la promulgation de cette loi, ce que nous remarquons, c'est qu'elle suscite au Bénin beaucoup de controverses et beaucoup de discussions. Il y a d'une part ceux qui sont des défenseurs de cette loi et qui pensent que c'est une loi qui est bien indiquée pour lutter contre la criminalité en ligne, parce que c'est ce volet qui m'intéresse en particulier. Mais il y a de l'autre côté une catégorie de personnes qui estiment que c'est une loi liberticide. Alors, l'objectif de la présente étude que je vais présenter en quelques 11 points, il y a une introduction, il y a une conclusion et 9 petits points que je vais parcourir très rapidement. Eh bien, l'objectif en réalité, c'est d'étudier objectivement le code du numérique du Bénin et voir réellement ses aspects bénéfiques et son côté potentiellement liberticide. Alors, pour mener cet exercice, j'ai eu à utiliser la méthodologie applicable en histoire. Je suis historien avant d'être journaliste, donc j'ai été à la quête
des sources primaires qui sont les décrets, les lois qui ont régi le secteur au Bénin. Et puis, il y a eu également les informations de sources secondaires, les différents rapports et également les entretiens directs dans une approche qualitative. Donc, l'utilisation croisée des sources a été véritablement utilisée dans le cadre de cette étude qui nous a permis d'aboutir à des résultats que je présente ici cet après-midi. Premièrement, je vais commencer mon propos en termes de présentation des résultats en faisant un bref historique de la législation du numérique au Bénin. En réalité, c'est en 1995 que Internet a fait son entrée au Bénin à l'occasion de l'organisation du 6e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Cotonou en décembre de l'année 1995. Alors, 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 2001, il y a eu la prise par le président Mathieu Kérékou du premier décret pour commencer une tentative de régulation, n'est-ce pas, des technologies nouvelles. On parlait encore à l'époque des NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ensuite, à partir de 2002, il y a eu pour la première fois au Bénin la création de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, dont la mission était effectivement de réguler le secteur. 2007, il y a eu une remise à plat de cette première autorité créée et la mise en place de ce qu'on a appelé l'autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications. Là, on était en 2007. Ensuite, nous sommes venus, cette autorité et ces différents décrets nous ont conduits jusque dans les années 2010, où on a assisté à une explosion de l'usage des réseaux sociaux au Bénin. Quand on parle de réseaux sociaux, le premier en tête, c'est Facebook. Ensuite, il y a WhatsApp, Instagram et TikTok. Et quelques chiffres que je montre là au tableau dans ma projection indiquent qu'en janvier 2025, le Bénin compte 4,11 millions d'internautes. Ça fait un taux de pénétration de 32,2% janvier 2025 et 2,4 millions d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux, soit 16,4% de la population nationale. Entre 2020 et 2024, on note une nette progression de la couverture d'Internet mobile au Bénin, où près de 90% du territoire national sont couverts par les réseaux mobiles 3G, 4G, contre une moyenne ouest-africaine de 70%. Ça veut dire que le Bénin, en termes de couverture du territoire national par Internet mobile, est en avance sur la moyenne sous-régionale, 90% contre 77%. En ce qui concerne le cas particulier de la 4G, sa couverture est passée de 62% à 88% du territoire national entre 2020 et 2024. Alors, cette démocratisation d'Internet laisse place également à des déviances. Ce qui nous fait nous poser la question de savoir si Internet est une zone de non-droit. Est-ce que parce que c'est Internet, il est permis de tout dire, de tout faire? C'est la question. Puisque nous remarquons que Internet, et ce n'est pas seulement au Bénin que cette remarque se fait, les gens ont tendance, les utilisateurs ont chaque fois tendance à aller vers les déviances. Vous allez voir la cybercriminalité, vous allez voir la désinformation, vous allez voir beaucoup de délits
qui trouvent un terreau favorable sur Internet. Alors, le phénomène de la cybercriminalité, pour en parler particulièrement, s'est installé durablement au Bénin à partir des années 2000, surtout en provenance du Nigeria. Parce que dans la période, le Nigeria a corsé son dispositif législatif pour réprimer la cybercriminalité. Alors, les cybercriminels nigérians ont donc fui leur pays pour se réfugier au Bénin, où il n'y avait pas un cadre législatif pour réprimer le phénomène. Donc, il y avait les Nigériens. À côté des Nigériens, il y a eu des Ivoiriens. Vous savez, le phénomène de la cybercriminalité était très développé. En Côte d'Ivoire aussi, où on parle encore d'ailleurs de broutage. Donc, les cybercriminels appelés gaimen au Bénin étaient appelés brouteurs en Côte d'Ivoire. Donc, à l'occasion de la guerre civile ou des prémices de la guerre civile en Côte d'Ivoire, à partir de 2004, il y a eu un reflux de réfugiés ivoiriens qui a trouvé asile au Bénin, continuant cette activité qu'ils avaient déjà l'habitude de faire dans leur propre pays. Donc, deux pays avec une pratique connue de cybercriminalité se sont retrouvés, les ressortissants de ces deux pays-là se sont retrouvés au Bénin courant année 2000. La conséquence, c'est que le phénomène s'est enraciné au Bénin et avec le temps, beaucoup de jeunes béninois ont pris goût à la cybercriminalité, puisqu'il n'y avait pas de répression. Donc, le Bénin était devenu comme une terre, un paradis pour les cybercriminels. Et de ce point de vue, la réputation internationale du pays était ternie. Prenez par exemple, entre 2006 et 2009, sur 1195 cas de plaintes pour cybercriminalité émanant de victimes françaises, suisses, belges, danoises, seules 142 personnes ont été effectivement interpellées par la justice et finalement, 138 ont été traduits devant les tribunaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça même qui traduit l'impunité dont jouissaient les cybercriminels et qui, donc, se pavanaient même dans le pays. Au Bénin, il y a quelques années, les cybercriminels menaient la belle vie. Ils faisaient étalage d'un luxe insolent. Dans les bars, les débits de boissons, c'était eux qui, permettez-moi d'utiliser l'expression, qui étaient les faroteurs parce qu'ils avaient l'argent facile. Et la justification bizarre qu'ils trouvaient, c'est que l'Occident nous a assez escroqués. La cybercriminalité est aujourd'hui le moyen pour nous-mêmes de retirer à l'Occident ce qu'on nous a, arraché de force pendant des siècles. Je dis, cette justification, évidemment, vous convenez avec moi qu'elle ne passe pas. Mais en dehors de la cybercriminalité directement, il y a les questions de diffamation, j'en ai parlé tout à l'heure, de la désinformation, les discours de haine. Mon prédécesseur parlait d'extrémisme violent. Donc, tout ça là, c'était des pratiques qui ont trouvé leur champ favorable sur Internet à cause du vide législatif. Donc, c'était un problème. Il fallait à coup sûr prendre une législation, mettre en place un cadre légal pour réfréner le phénomène. Donc, le problème à résoudre à ce niveau, c'était quoi? Combler le vide juridique. Ensuite, pallier l'insuffisance des moyens de surveillance informatique. Le Bénin, il y a quelques années, début des années 2000 jusque vers le milieu des années 2010, était très faiblement équipé en matériaux techniques pour assurer la cybersécurité. Donc, c'était un problème. Il fallait suppléer à la défaillance technique. Il fallait également augmenter l'effectif du personnel technique
pour assurer la surveillance et permettre la cybersécurité. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est fait? En 2013, il y a eu la création de l'Office central de répression de la cybercriminalité, l'OCRC. C'était une structure dont la mission était de lutter exclusivement contre la cybercriminalité. 2014, il y a eu la prise d'une loi relative aux communications électroniques et à la poste au Bénin. Mais curieusement, cette loi est restée muette sur la question de la cybercriminalité. Donc, ça veut dire que le problème persistait. C'est pourquoi, à partir de 2016, le nouveau gouvernement qui était installé a fait de la lutte contre la cybercriminalité un de ses chevaux de bataille. Conséquence, en 2018, il y a eu la prise du Code du numérique dont nous parlons ce soir, qui est un document volumineux de 247 pages, 647 articles, qui vise à régir l'ensemble des communications numériques. Alors, ce test-là, le Code du numérique, avait pour mission première de garantir un accès libre et efficace aux services de communication électronique. Tenez par exemple, je vais prendre l'article 6 qui dit que les activités de communication électronique s'exercent librement dans le respect des dispositions du Code. Donc, le Code, en réalité, est là pour permettre aux Béninois de jouir plus facilement de leur liberté numérique, mais en restant dans les limites fixées par la loi. Alors, ce Code a permis de mettre en place un certain nombre de structures pour lutter contre la criminalité en ligne. C'est par exemple le cas de l'ARCEP Bénin, Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. C'est le cas de l'Autorité de protection des données à caractère personnel qui veille au respect de la vie privée en ligne. C'est le cas également de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, ASIN, qui est chargée donc, comme son nom l'indique, d'assurer la sécurité des systèmes d'information. Et enfin, il y a le CNIN, le Centre national d'investigation numérique, qui vient remplacer l'Office, l'OCRC, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans la lutte contre la cybercriminalité. Alors, avec ce dispositif légal, et quels ont été les résultats atteints de façon concrète? Oui, on va y aller vite, parce que le temps passe. Alors, entre 2018 et 2024, la CRIET, c'est une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est une nouvelle cour créée également en 2018. Donc, entre 2018 et 2024, la CRIET a traité 1956 procédures en lien avec la cybercriminalité. Et rien qu'en 2022, 728 criminels, dont 24 femmes, ont été interpellés au Bénin. Pour le seul mois d'avril 2025, plus de 70 cybercriminels ont été déjà interpellés dans les principales villes du pays. Et donc, quand ces cybercriminels sont interpellés, ils sont passés, on les fait passer devant la CRIET et ils sont jugés avec des peines dissuasives entre 1 mois jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle parfois, avec de lourdes amendes pouvant aller jusqu'à 10, voire même parfois 20 millions de francs CFA, pour décourager. Donc, c'est abus dissuasif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il n'y a pas que les interpellations. Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation qui sont effectuées pour amener les jeunes à ne pas s'adonner à ce genre d'activité. Et donc, tout ça, là, ces résultats se sont manifestés sur le plan de l'amélioration de l'image de marque du Bénin. Tenez par exemple, au plan mondial, le Bénin est passé de la 148e position sur 164 pays en 2017 à la 80e position sur 175 pays en 2018.
Là, c'est le classement de l'Union internationale des télécommunications. En 2020, le pays est passé de la 56e place mondiale donc est passé à la 56e place. On est parti de 148 et on est en 2020, 56e pays en termes de cybersécurité. Donc ça veut dire que le classement, le Bénin a beaucoup évolué en termes de classement. Au plan africain, le pays est passé de la 33e place en 2017 à la 8e place en 2018 et avant de se retrouver à la 6e place en 2020. Donc ça veut dire que la lutte paye et les résultats sont là. Les cybercriminels se cachent aujourd'hui au Bénin. On ne les voit plus comme on les voyait auparavant. Mais je vais finir par la question des libertés. Juste en 2-3 minutes, j'aurai terminé. Il y a un code il y a un article du Code du numérique qui est à polémique. C'est l'article 550 qui traite du harcèlement par le biais d'une communication électronique. Mon collègue togolais le disait tout à l'heure, c'est un article qui est assez ouvert et donc permet aux gouvernants de réprimer les journalistes, de réprimer les activistes web, donc les blogueurs, et de réprimer même les opposants politiques. Exemple, en 2020, Amnesty International a rapporté 17 cas de poursuites, dont des poursuites visant 2 journalistes. Ignace Sossou, dont le cas a été longuement a fait la une des journaux, et Aristide Hunkwevi. En 2024, tout près, Vigile Aroncet, un journaliste, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour diffusion de fausses informations. Donc ça veut dire, et on ne compte pas le nombre de médias qui sont régulièrement fermés dans le pays. Au point où, lorsque vous regardez ce tableau, il montre que de 2016 à 2025, le Bénin a considérablement régressé dans le classement de Reporters sans frontières. Regardez, en 2016, on était à la 78e position sur 180 pays. En 2020, vous voyez, soit 2 ans après le Code du numérique, on s'est retrouvé à la 113e position. 2021, 114e position. 2022, c'est le creux de la vague, 121e position. Et on est revenu à 112 en 2023. Alors que entre 2002 et 2006, le Bénin n'avait jamais été 30e au plan mondial. Soit il était 22e, 23e ou 29e au plus. Donc ça veut dire que le Code du numérique, dans une certaine façon, laisse la porte ouverte aux restrictions des libertés. En conclusion, donc, le Code est bon, mais il est important de recadrer davantage l'article 550 pour ne pas embrigader les libertés. Et il faut dire que les gouvernants ont reconnu l'utilité de réviser ce code, dont la relecture est d'ailleurs inscrite à l'agenda des sessions de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Je vous remercie, madame. Bon. And our third and last speaker on the panel is Norbert Kirsting, who holds the chair for comparative politics, comparative politics and local and regional governance at the Department for Political Science at the University of Münster in Germany. Amongst his many publications, which I thought was a more efficient way of saying, because there were many, saying it. Norbert also edits a series on digitalization with Springer, something for everyone to think about. His research focuses on comparative political science and on modern instruments to promote online and offline participation, local politics, elections, parliamentarism, and democracy. The paper he's presenting today
is called Online Participation and Crowdsourced Monitoring of Elections in Africa. Yeah. Thank you very much for the invitation. When you're getting older, you will have also more publications. That's how it is. Yeah, thank you very much for being here. As I already said, we founded the Research Committee on E-Democracy. That's an International Political Science Association research committee, the only one on digitalization. And it was in 2008, 2009, here in this library. And in fact, we worked at the beginning, we worked more on online voting was on the agenda. Then we had a lot of, over the years, we had every year we had a conference, and every 2 years, actually this year there is the one in Seoul next week. We had a conference further on more focusing on social media usage, and then more on regulations, legal aspects, including, of course, the other topics as well. But what I said over the years is we are called e-democracy. Maybe it was too optimistic. Nowadays, I say we have to change the name. We probably should name it more e-autocracy. Because what we realize, we realize this backlash in democratic systems, and we also realize that digital media in some countries are used, especially for modern autocracies, from Russia to China to other countries. They use it more also for other purposes, and which is quite interesting, and which can also has an influence, I think, in some areas also on Africa. I was working here at the university until 2011, and after the World Cup and everything, I went back to Germany. And actually there I have built up a group which had different topics as included. I had some students PhD students I was very glad to have them here from Africa, mostly from Eastern and Southern Africa. So there was one working on open government partnership. They know this important partnership. There was from Kenya a PhD student finishing, and from Uganda on smart cities and local participation. And there was Deodato Shayo, who cannot be here. He is from Tanzania. He's working there at the university, and he worked on crowd monitoring elections. Actually, they all finished, and even some more. There's still one from Zimbabwe finishing the PhD, hopefully. And then, they published the books. By the way, I'm also, together with a colleague from Karen Mosberger from Arizona State, we have a book series with Springer. So if you want to publish a book, Studies in Digital Politics and Governance, has quite a couple of publications. And there is also something planned now on Africa, but there will be more on, there's more demand also on Africa. So monographs or edited books are welcome there. Yeah, when it comes to this, the role of democracies and the process in Africa, you see, you had different phases, and I would briefly like to focus on the backlashes in Africa, conflicts and controversies. You still remember that as there is from the beginning, from the 60s onwards, where most of the countries became independent, there was always this problem of ethnic identity, nation-building processes. And from the beginning, there was this constitutional engineering important. And at the beginning, at the very first beginning, most countries started in the 60s as a multi-party system. And then it was over the years, because of this problem of ethnicity and one nation idea, they were more and more becoming one-party system or even no-party systems. So, and what was also obvious was there was a very strong focus on neo-patrimonial rule from weak prime ministers, which a lot of countries at the beginning, especially in Eastern Africa and Southern Africa. They developed a trend towards lifetime presidentships. I remember I was in 1989, I was in Kenya, and Moi was still talking about, that was in September 1999, talking about becoming lifetime president. 2 or 3 months later, you know what happened in 1989.
he was not talking about that anymore. So the whole system changed in the early 90s into multi-parties, and that was also the time of, also for South Africa, with the new constitution, the time of a democratic honeymoon and the reintroduction of multi-party systems. But what happened with all the struggles with the old elite, we found in a lot of countries very typical trends, and from power sharing agreements where the old parties, Zimbabwe for example, it was a good example for that, with the opposition parties came into power sharing agreements. But there was also a revival of the old elites. And what we now find in Africa is, I think, is very obvious, is also a trend that they're still discussing. Some countries having a kind of lifetime presidentship. I mean, if you check Uganda, for example, you will say, okay, maybe they are already at that stage. But even now in Tanzania and other countries, we have the same discussion again, what was existing in the 1989. Yeah, we have now here the difference where you see from the good trend from democracy from autocracy to democracy, but then the democratic backlash later on. When it comes to digital Africa, you see my students, when they came to Münster, to Germany, they always said, okay, there is no online banking. There isn't at that time in the 2010s. We were using cash, not even credit cards. I mean, this came in fact, with COVID. I mean, we now be using also much more credit cards. We had credit cards, but not so much, so frequently used. And since then, we also use the cell phone for paying and things like that. But my students coming from Kenya, you know, they were used to M-Pesa, or you have different names all over Africa for this online banking. And even, you still know, I mean, even with the old Nokia 3550, I had the same. It was possible to give the salary of a teacher was paid on the SIM card. I mean, it was technology. Technology was quite fascinating at that time. And when I was telling this in Germany in 2010, I said, come on, impossible. I mean, cash is king, and we want to have cash money and so on. So there were a couple of innovations in coming from Africa to Europe, and not only this, also other important aspects were interesting. I mean, it is important to see that, for example, you see that women in Nairobi on the market, and we just discussed it at lunchtime, they know the international price for corn on the international markets, so they can bargain when they are selling their stuff. And there are a lot of informations and new trends, and up to drones, being there is a university of drones in Malawi in the city. So Africa was a testing ground in some areas and a laboratory for a lot of innovations, implementations. But it was also affected, of course, with all the other instruments. When you look at the group of different international companies and software companies, you see that a lot of them are also here in Africa and implemented as well. And you see that most of it is more in the commercial side, private side. It's not so much in the political side. But there are some, I think, some very good examples, and I would like to introduce you one. And this is on elections. You see, elections are very important. We saw the long lines for the South African election with the first election, 1994. And there was this kind of democratic honeymoon, but you could see also a couple of problematic elections. And there was one very problematic, and that was the election 2008-2009 in Kenya, where you had strong incidents, and from that, where the different ethnic groups were fighting each other, and when you wanted to go home, you had to use a bus, and there were different corners and crossroads where you had to change the bus, and for certain ethnic group, it was impossible to use that because they would have been killed at that bus stop. So they developed a software which was called Ushahidi, which means witness.
And this software is still a very famous. It's still a very famous app now. And now it's in the United States, but it was developed as well as in Kenya to warn each other. You shouldn't use this route. Use another route. Go that way. Don't go here. And this software was implemented later on. Not only, of course, there were no more incidents. Like that, but for other purposes. So they had this kind of geo-informational system with maps, and you could see there is corruption in this office. If you go there, there are incidents here. For women, this is a safe area, and so on. So this software isn't still using, and a couple of software like this are still used. And they are also used for election and for election monitoring. Social media have been used beforehand, and here you see the statistics, how it was used in the different countries in Eastern Africa. But it was also, there was one instrument which was called Uchaguzi, which based on Ushahidi. Uchaguzi is Swahili, means election or voting. And here a whole system of different trained civil society groups work together. They have this app, they have this software, and they used it in the early 2010s in different elections in Kenya, in Uganda as well. It was used as well in Tanzania and also in Zambia. And it was a very bottom-up process, so it was what I call the invented space participation coming from the bottom up, and it was developed. And it was, of course, also sometimes competing with other electoral observer groups, but they liked the system as well because it gave more information and more material. And so this is a structure, how it was developed and how it was controlled, how the different civil groups were trained, and how it worked quite well. It worked probably too good in some countries because some countries said they disallow it anymore. But it was, by the way, used also in Kenya at the last elections, and so it is still going on. But there is a lot of pressure from government sometimes when it comes to the instrument. Here you see some of the incident which was analyzed by my PhD student, by Deodatus, and you could see that there were a lot of incidents. Some were not so serious, but 3-4% were serious corruption things and breaking the protocol and the structure and the procedures. So it was very bad for the integrity in these areas of the election. But what happened, because there was a watchdog, what happens if there is somebody watching the elections? Of course, there is less crime or less manipulation. That was one of the most important effects. So coming to the conclusions, I already said, I mean, Africa has different facets and different areas, and if you go even in the same country, you see that you have totally different realities, and of course also when it comes to poverty and rich, but also to other cultural, so many different facets. There is a kind of renaissance in Africa when it came to digitalization in the 2010s. It was also for me visible. When it comes to political things, elections, sometimes you still have the impression as more a census, or because there's so much ethnic vote, not so much political competition. There is still big men or sometimes big women rule nowadays in Africa. You still have very strong leading figures, and we had this trend from multi-party system to one-party system, and now back to even the discussion after power sharing agreements, what we had in the 2010 or 2010s, now back to the discussion of lifetime presidency. But we have the same backlashes we know in the United States and in other countries. It's not a unique African phenomenon. Digital Africa, there are a couple of innovations coming from here, and we can learn a lot how to make mistakes or not to make mistakes. There are benefits from mobile-first continents because you test certain things, and the good thing here is
Like, for example, like countries like Estonia, they are very prominent when it comes to online voting. Everything is because they started from the scratch. I mean, sometimes easier when you don't have a long history like Britain or Germany or other countries where you can develop something. That is sometimes much easier than to these things that you have to destroy first, the bureaucracy to rebuild a new one. So this is a benefit from a country. Africa was called the first mobile-first continent. So it was not so much focusing on PCs, on personal computer. It was focusing on mobile phones. We all know that. I mean, I talked about this Nokia. That has a benefit because you can test certain applications, apps, which are mobile, and you have much more people included. But it has also deficits. When it comes to certain software programs, when it comes to programming, which is not longer so important with AI maybe, but certain programs, it is important that you have a personal computer. And this personal computer, internet connection, strong internet connection, is still sometimes problematic, and so there is still a digital divide. So these are the deficits of a post-PC continent, that you have problems when it comes to a couple of specific instruments where a personal computer is useful and necessary, and where your small little Nokia doesn't help you anymore. Thank you very much. So. I muted it. Thank you so much to our three panelists. We'll now open up the floor for discussion. We'll do a round of 3 questions, and obviously please try keep them as short as possible so we can fit as much in. So I see Simon, Jess, and Georges. Thank you. My question is to the first 2 speakers. There is an expression in English which is to weaponize AI. Autrement dit, d'employer l'intelligence artificielle comme une arme dans la lutte. Et puis je crois que vous avez parlé, vous deux, à propos de le weaponizing of IT. J'ai deux questions pour vous. Est-ce que les milices de l'extrême violence ou bien des réseaux des criminels eux-mêmes emploient de l'intelligence artificielle ou bien des façons d'employer l'intelligence artificielle? Si oui, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de comment les milices ou les criminels, les cybercriminels, emploient leur connaissance avec ce que vous avez dans vos 2 pays? La deuxième question, c'est est-ce que les compagnies qui ont introduit dans vos pays le IA, comme, et puis je vais vous donner des exemples, comme Apple, Microsoft, Google, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla, est-ce que vous croyez qu'ils ont une responsabilité? Peut-être une responsabilité partielle, mais une responsabilité à propos d'essayer de minimiser la cybercriminalité. Thank you very much. I mean, shall I say what I said very shortly in English? I simply asked what kind of software information do the criminals and the milice use to
apply cybercrime? And the second is, do we think that the largely American companies that have introduced AI should be partially responsible for fighting against cybercrime? Thanks so much. A very interesting session. So my question is to the last speaker, but it kind of picks up on this theme of crime in a different way. I was quite struck when you said Africa was a testing ground and a laboratory for a lot of sort of experiments and innovations in the digital space. And I think that that's unfortunately true, especially in the pandemic, but not exclusively there. I mean, we can look at all kinds of ways in which AI is being rolled out, new technology is tested, and so on. But my read there is that perhaps we need better global enforcement of certain kinds of ethical standards in the behavior, in the kind of treatment of Africa as a continent, as a kind of lab for testing technologies. Particularly, I mean, with the Cambridge Analytica scandal of the interference in the Kenyan elections in 2008 through Facebook ads. And so I just wondered if maybe it would be it would be valuable to hear your comments on the extent to which, quote unquote, Africa, and we're using this term incredibly uncritically, and I guess it's fine for the sake of argument, but should, for argument's sake, the African Union be doing more to hold tech companies accountable? And there's the legislation and the kind of acts around personal information, but should it be going much further to then look at questions of criminality when technology is utilized for the sake of experiments on African bodies? Thanks. Okay, thank you so much. I have two questions for all three of you. So the first question is for the two first presenters. I wanted to ask you if it is possible to scrutinize the specificity of surveillance in your two countries. Because what you present is very interesting. I really like it. But at the same time, it's not too much different of what we can observe in other countries. It can be in the global south or in the global north about surveillance. And sometimes, if you compare some case like China or other kind of country in Europe, sometimes we have this kind of restrictive law, this kind of surveillance with all technology, can you imagine, to track and record people and map people and follow the mobility, everything, and how people can express themselves on platforms. So what is, for you, what the case of Togo and Benin can bring us in the knowledge about surveillance, the global knowledge about surveillance? That's the first question for you. And for the last presenter, I really like also your comment, and it reminded me what we call in sociology the civic tech. How to, for example, you took the example of Ushuaidi, this kind of thing. So for you, do you think that it's possible to trust to civic tech in our context, or it is just kind of effort from people who they don't have power to try to control and to constitute themselves like a counter power, for example? What do you think about that concept? And like you say, we are in political science. What is the view of political science about civic technology, for example? Thank you so much. Do you want to say it in French? Okay. Ok, oui, just translate rapidement. Voilà, j'aimerais savoir, ce que vous décrivez, c'est très important, c'est très pertinent, mais c'est aussi un phénomène qu'on observe partout dans le monde aujourd'hui. La plupart des pays, que ce soit des pays européens ou des pays américains, produisent des lois qui restreignent la liberté d'expression et tout ça. Et donc, ils prennent avantage sur ces lois-là pour contrôler, lutter contre la contestation politique et tout. Et donc, ce que moi, j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que votre cas d'étude dans votre pays peut apporter pour comprendre mieux ou différemment la surveillance globale au niveau scientifique. Donc, c'est la question que j'aimerais poser. Donc, merci beaucoup. Okay. Okay. And then, of course, if we can try to be short. Okay. D'accord.
D'accord. Merci beaucoup pour les questions. Donc, je vais essayer de répondre aux questions de M. Simon et puis de mon collègue du Cameroun, dont j'ignore un peu le nom, mais après je vais... John. Ok, d'accord. D'accord. Alors, M. Simon voulait savoir, c'est une question transversale à nous deux. Je vais essayer de répondre et puis, si mon collègue a des compléments d'information, il peut également donner là-dessus. Est-ce que les miliciens, est-ce que les terroristes, les extrémistes violents eux-mêmes utilisent l'IA ou bien l'Internet pour pouvoir faire les choses là? La question est bien évidemment oui, parce qu'eux aussi, ils utilisent l'intelligence artificielle. Maintenant, les idées, bien, comment emploie-t-il l'intelligence artificielle? Bon, c'est que ils utilisent ce qu'on appelle la désinformation. Ils vont sur Internet pour pouvoir recruter les jeunes, par exemple. Donc là, ils utilisent l'intelligence artificielle pour recruter, pour enrôler les jeunes dans leur camp et autres là. Et aussi pour pouvoir faire passer des messages radicaux et autres là. Donc, ils utilisent également l'intelligence artificielle pour recruter, par exemple, ou bien pour faire passer des informations et autres là. Donc, ils utilisent l'intelligence artificielle. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième question, j'ai essayé d'être un peu court à cause du temps. La deuxième question, c'est de savoir les fournisseurs d'accès Internet, ou bien les opérateurs économiques, les réseaux sociaux qui opèrent en Afrique de l'Ouest, par exemple, voilà. Est-ce qu'ils ont une responsabilité? Est-ce qu'ils ont une responsabilité dans l'utilisation de ces réseaux sociaux et autres? Bien évidemment, ces opérateurs économiques ont une responsabilité dans le cadre de la lutte, que ce soit dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent ou que ce soit dans le cadre de la restriction des libertés numériques par les États. Ils ont une responsabilité. Mais le souci aussi, c'est que nos États ne peuvent pas faire le poids devant ces opérateurs économiques-là. Donc, c'est ce qui fait qu'ils ont un champ libre. Donc, ils n'encadrent pas l'utilisation des réseaux sociaux dans nos pays. Les États, là, les opérateurs économiques-là, ils n'encadrent pas l'utilisation des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle par les terroristes, par exemple. Par exemple, je donne un exemple, par exemple. Lorsque un terroriste publie un message de haine sur un réseau social, par exemple, normalement, le fournisseur d'accès Internet est censé bloquer cette publication-là. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Lorsque les groupes extrémistes violents, par exemple, lancent des appels de recrutement des jeunes, par exemple, sur les réseaux sociaux et autres. Normalement, l'opérateur, le fournisseur d'accès Internet dans le pays a l'obligation, la responsabilité de pouvoir effacer ces messages-là ou bien bloquer ces messages-là, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Donc là, ils ont une responsabilité dans ce sens-là, selon moi. Et je vais finir avec la troisième question de mon ami du Cameroun qui voulait savoir quelle est la spécificité de ces restrictions-là, parce que c'est d'une manière générale. Mais par exemple, moi, dans mon pays, le Togo, par exemple, les questions de restriction, c'est très, très, très pointu. Au Togo, c'est très pointu. C'est très pointu. Au Togo, il y a une spécificité dans le cadre de la surveillance. Ça, il faut que je vous le garantis. Il y a une très grande spécificité. Parce que certaines choses que tu peux faire sous d'autres cieux à côté, au Bénin même, au Bénin ou bien au Ghana, il y a certaines choses que tu peux dire, eh bien, tu es à l'aise. Mais au Togo, tu le dis, on te coffre à la seconde près. Ça dit que la surveillance numérique au Togo, c'est très, très, très accru. Ça, c'est très accru. Il suffit, actuellement, je suis ici même en Afrique du Sud, je ne sais pas, il suffit que je dise quelque chose ici et que j'arrive à l'aéroport, mon passeport est bloqué. Automatiquement, c'est bloqué. Avant même de venir ici à cette conférence, parce que je suis administrateur parlementaire à l'Assemblée nationale, avant de venir ici, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'autorisations que j'ai reçues avant de venir à cette conférence. On dit, qu'est-ce que tu veux aller dire? Qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas? Qu'est-ce que tu veux aller dire?
sur le Togo, sur la question de... Parce que quand vous allez actuellement au Togo, il y a une tension dans le pays actuellement. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Il y a une tension politique très, très accrue dans le pays actuellement. Je vous dis que depuis, il y a de cela plus de 3 semaines que je fais des tractations pour obtenir l'autorisation de voyager. Depuis. C'est la semaine dernière, tout récemment, que j'ai eu l'autorisation. On me dit, on m'envoie ici au ministère de l'administration territoriale, tu vas là-bas, on te demande, on te pose des questions, tu vas en Afrique du Sud pour faire quoi? Tu vas pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux aller dire? Montre-nous ta communication, et tout. Donc là, au Togo, spécialement au Togo, c'est très, très accru la surveillance numérique. C'est très accru. C'est ce que je peux dire pour le cas du Togo. Contrairement au Bénin et au Ghana et autres, je pense que là-bas, il y a un peu de liberté, mais surtout dans mon pays, et franchement parlant, c'est un peu accru. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, chers collègues. C'est vrai qu'au Bénin, je vais rebondir sur ton dernier propos pour dire que c'est vrai qu'au Bénin, il y a relativement encore plus de liberté qu'au Togo, mais il faut reconnaître que chez nous aussi, la situation se tend de plus en plus, parce que depuis l'avènement, la création de la CRIET en 2018, les Béninois craignent beaucoup. C'est une cour qui est redoutée au pays, parce que ces condamnations sont exemplaires, implacables, de lourdes peines. Ça fait qu'aujourd'hui, la criette passe pour une sorte de croque-mitaine aux yeux de la population béninoise. Quand vous faites quelque chose et qu'on veut vous menacer un peu, il suffit de vous dire « tu veux aller à la criette » et tu te ranges. Donc, c'est vrai, c'est un peu mieux qu'au Togo, mais chez nous aussi, ce n'est pas très facile. Alors, cela dit, donc pour revenir à la question de l'utilisation des IA par les groupes terroristes, bon, moi, je sais que de plus en plus, les groupes terroristes ou les groupes de violence font usage des réseaux sociaux pour atteindre leur cible, pour agir sur la mentalité des populations qu'ils visent. Là, je parle surtout des groupes terroristes. Vous savez, ces derniers mois, le nord du Bénin a été vraiment frappé par des attentats successifs. Il y a eu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux du fait des terroristes, qui ont montré des images de nature à semer la terreur au sein des populations béninoises. Donc, ces usages se font de plus en plus, mais quant à parler de l'IA de façon spécifique, je n'ai pas d'exemple à donner. Je sais que l'une des insuffisances du Code du numérique au Bénin, c'est justement de ne pas réguler véritablement l'usage des IA à des fins criminelles. Et donc, la relecture en cours de ce code va certainement se pencher sur cette possibilité. Les grands groupes qui offrent les services Internet, oui, mon collègue l'a dit, hein, je pense qu'il revient à chaque pays de revoir sa législation de manière à réguler comme cela se doit les choses. Quand on prend le Code du numérique au Bénin, il dit clairement que normalement, un fournisseur de services Internet ne doit pas laisser diffuser des messages de haine, comme mon ami vient de le dire. Mais quand ces messages, finalement, sont diffusés, combien de fois est-ce que le couperet est tombé sur ces fournisseurs de services Internet? C'est une question. Donc, la balle est dans le camp de chaque pays. Dernière question. Bon, on ne va pas réinventer la roue, hein. Chaque pays prend les mesures qui lui semblent pratiques. Ce qui est faisable au Bénin n'est pas forcément applicable au Cameroun.
Vous voyez, il y a eu le code de la communication en 2015 au Bénin qui dépénalise les délits de presse. Lorsque vous êtes journaliste et que vous commettez une faute professionnelle, que vous diffusez par exemple une information qui n'est pas tout à fait exacte, le code de 2015 interdit qu'on vous enferme en prison. Mais aujourd'hui, les gens contournent ce code-là et utilisent l'article 550 du code du numérique pour frapper des journalistes, pour les embastiller au besoin. Donc, chaque pays a sa réalité et doit pouvoir agir en conséquence. Merci beaucoup. Yes, thank you for the question. I mean, there is, what I say, we have two different ways where online participation and place for online participation is implemented. One is top-down. You have a lot of, nowadays, when it comes to constitutional discussions, and we had some in Africa, including a referendum finally, you nowadays do this also by including the people and the discussions online. You have outreach programs where you include the citizen, and you normally use online instruments for this. But this is top-down. This is what I call the invited space. No? This one, what you mentioned, is the invented space when it comes to the bottom-up processes, the Civitec. This is, in my opinion, there are, of course, there's some good examples like Ushaguzi or Shahedi, but in Africa, you see, compared to Latin America, by the way, you see that there is more participation, local participation in Latin America. And I must say, bottom-up participation, protest, there is one instrument which is called participatory budgeting. That is that the people in a suburb, in a poor area, they get a certain amount of money and then they can organize what they do with the money. Not the big council, not the regional or the national government. And these instruments are spread all over the world. There are some, but very few in Africa. There could be much more. And these are also nowadays implemented, and discussions are online, and they are using the internet for the discussion, but also for the voting at the end. So there is an old tradition on democracy, local democracy in Africa. We all know the palaver and the discussion and the elderly people. Okay, it was sometimes some groups were excluded, I must say, but there was a big discussion at the local level. But this is not revitalized. Nowadays, you have more the dominance of the national politics or the regional politics, and there could be much more bottom-up. And Ushaguzi, I think, is one good example where this is used. What I'm analyzing, and that is for me important, you have benefits of online participation when it comes to mobilization, when it comes as a memory of an institution. It is a perfect setting. I mean, you have this everywhere. When it comes to deliberation that show our processes, it's much more important to have offline participation, to meet each other, to see each other. It builds up much more trust. And what we're analyzing is this combination, how to combine it, how to have should it be online, when offline, because a pure offline discussion or deliberation is also not helpful. I call this blended participation, mixing online, offline. And Civitec in this regard and civil society plays an important role. And I'm sure this will come back. I mean, we now have the discussion of democratic backlash, but I'm sure there will be a discussion of more democracy and more demand for participation, especially at the local level. I don't know if you want to just 1 minute for the question on the extent to which the African Union should hold tech companies accountable for using Oh, that was your question, but I can answer that as well. I mean, So it was actually aimed at you, just to clarify. it was not for you. Okay, but I think, you see, American legislation is normally, because they're mostly based there. In Europe, they have to be based somewhere in Europe, in Dublin, most of them. But they don't pay proper taxes. They exploit our society to a certain extent. And of course, in my opinion, in the United States, by the way, they have very strong antitrust laws.
but they are not, they struggle to implement it. And in my opinion, if they are here on the continent, they should pay proper taxes, and they don't do. And that's my opinion, and I don't know if it's, I know that it's also not the case in most African cases. But the same in Europe. Same problematic thing in Europe. But this was your question. Okay, I think we have to conclude here because we're technically already over time. So I think if there's further questions, perhaps over tea and coffee, you can speak to the panelists. And well, thank you everyone for being engaged after lunch. I'm looking forward to the rest of the conference, and thank you very much to our panelists, of course. Merci beaucoup.